coup de service ou étaient des éléments très importants dans leur stratégie dans la région des Grands Lacs. Mais c'est là qu'on ne comprend pas bien. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays. Oui. Comment peut-il tenir comment dire ça? Comment peut-il influencer autant la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, de la France, on ne comprend pas, là, il y a quelque chose qui bloque. Vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. En fait, il faut remonter à Clinton pour comprendre ça. Lorsque Clinton arrive au pouvoir, son objectif, c'est quoi? L'objectif de Clinton, c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone. Et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque, qui s'appelle Ron Brown, qui était mort, je crois, en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard. Et qu'est-ce qu'il a fait un discours à Dakar qui était très important, c'est de dire que traditionnellement, les matières premières africaines étaient contrôlées par certaines puissances européennes. Maintenant, c'est le tour des États-Unis. Nous aussi, nous comptons prendre part dans ces matières premières. Et donc, l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. On parle beaucoup du génocide, mais derrière le génocide, il y a les matières premières. Et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là. Et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie? Dans cette stratégie, c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan, qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et des ordinateurs. C'est un produit qui est très important, très recherché dans le domaine de l'aéronautique, militaire et civile. Et puis, il y a le cobalt. Et donc, la personne qui est la plus en même d'aider les Américains à se procurer ça, c'est celui qui est le président du Rwanda, qui est à la frontière, parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda. Et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand, le président Habyarimana, n'aurait jamais accepté ça. N'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo. Mais Kagame, lui, était prêt à faire ce travail-là. Et donc, c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir. Et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou. Vous comprenez mieux maintenant. Deuxième élément, c'est que les Américains considéraient le coltan, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme un produit stratégique de la défense nationale des États-Unis. Je répète, un produit de la sécurité des États-Unis. Donc, qui se trouve dans le sous-sol congolais. Donc, vous comprenez que quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien, si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Je vais encore plus loin que ça. La bombe qui a été utilisée à Nagasaki, Hiroshima, en 1945, contre le Japon qui a été utilisé par les Américains, l'uranium venait du Congo-Zaïre, c'est-à-dire le même endroit où se trouve aujourd'hui le coltan qui sert à la fabrication de nos portables. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains savent exactement ce qui se trouve dans le sous-sol du Congo et ils ont pris le temps pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête du Rwanda qui allait en quelque sorte faire de la sous-traitance pour eux, pour ce genre de produits stratégiques. Voilà pourquoi la France, qui va se retrouver dans cette configuration-là, par sa vision un peu, je dirais pas candide, mais un peu faiblarde dans son positionnement géopolitique, s'était retrouvé en 1993 en étroite relation avec le président du Zaïre, qui était le président de Mobutu. C'est-à-dire les Américains avaient lâché quelqu'un qu'ils ont soutenu au pouvoir pendant 32 ans, qui était le président du Zaïre, et les seules personnes qui soutenaient le président du Zaïre à ce moment-là, c'était les Français. Mais les Français, on se retrouve en 1993 dans la configuration de la cohabitation. Donc, le positionnement des uns et des autres fait que la politique étrangère de la France et la position géopolitique de la France est affaiblie.
Le président Mitterrand a son cancer de la prostate et les Américains, et le président du Zaïre a aussi le cancer de la prostate. Donc c'est à ce moment-là que Paul Kagame, utilisé par les Américains, on va commettre l'attentat qui va permettre de renverser non seulement le président rwandais, mais en 97, c'est-à-dire quelques années, 3 ans après l'affaire de l'attentat, le président du Zaïre va être renversé par Paul Kagame. Je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation. Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir. Paul Kagame est en formation aux États-Unis, on le met là. En 94, ils font abattre l'avion du président Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui s'entend avec le président du Zaïre, qui est son voisin. Les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zaïre. Pour y arriver, ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zaïre qui est en place. Pourquoi? C'est pas plus simple? Mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien. Ils l'ont soutenu pendant 32 ans. C'est comme l'affaire avec Pinochet. Donc on n'a pas envie on veut s'en débarrasser, mais on ne va pas s'afficher, comme on ne va pas prendre le risque de venir le renverser. Donc on passe par un proxy. Voilà, exactement. Et donc c'est ce qu'ils vont faire. Et entre-temps, les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président, qui est devenu un dictateur. Mais pendant 32 ans, il n'était pas dictateur. C'est exactement ce qui se passe avec Kagame. Il est venu, soi-disant, en 1994 pour apporter la démocratie, mais ça fait 27 ans qu'il est là, soutenu par les Américains. Et on ne nous dit pas qu'il est dictateur. Bon, donc c'est la même chose qui va se passer avec Mobutu. Donc il passe par Paul Kagame, qui va renverser ce président en 1997. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaît soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le vois physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales. Un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le Sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place.
Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis et Hérois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Et Joseph Kabila Kabange, président de la République, alors que a pacifié Mboka, il a cheval de bataille naïe. Tout le monde pacification en Mboka. Armée moko et salamité, tout ça na armée. Alors asali na ko armée na biso et la modernité et la armée républicaine te ata armée moko tout ça na armée awate. Ya misato nazo reprocher ye na complicité na Kagame pour na kokata mboka na biso. Preuve dango yango wana. Pour kotisi ba militaire rwandais belé na mboka na biso sans que to yeba bayaki ko sala nini. Baboto la biso mboka sikoyo bimi poisa. Nazo reprocher ye na motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reprocher ya suka pe ya grave violation en constitution. Ça no ata makambo susu mais jamais ko violer constitution te. Problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc ndenge bato bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. La preuve, tout le monde y a une déclaration de James Kabarebe. James a lobby que mikolo nyonso batini ya délégation bosali sabiso na likambo yo bosali sabiso na likambo yo bosali sabiso na likambo yo. Donc nyonso eutaka kaka na Rwanda. Ebele ya bato bazozwa soko ngozwa grade il faut kaka Rwanda apesa accord. Soko ngozwa poste ministériel il faut Rwanda apesa accord. C'est le Rwanda qui dirige le Congo. Grave, tala esika complicité zani. Rwanda a formé ba militaire yon se pas naé, a eu arme à kotisi et pas na biso, c'est comme si tous en agent de sécurité. C'est comme si tous en batute ba informé ba konziawa, ba bandi ko attaquer biso, mutaye bisi opinion publique nationale et internationale nani ONG, Human Rights Watch. Non, Rwanda a commis ko attaquer. Gouvernement attaque ko yibisa biso tata ko lobelo kote. Rien bavanda na bango nye. Lelo yo peuple congolais ya solo bandeko bazola nangai. Il faut tout comprendre pe makambo mazali koleka et aux réalités zo leka na mboka na biso. C'est-à-dire pouvoir oyo et appauvrir bato na tel point que mutu akomi esclave ya libumu na ye. Donc soki mutu abimi lelo te akolia te. Et pouvoir sali nyonso ekomisa batu na niveau wana bakanisa kaka libumu lobi na kolia nini akoko kanisa te vina ya mboka ekozala ndenge nini bano nazobota vina bango ekende ndenge nini mboka oyo bazo gérer non po na ye souci ya liboso libumu na ye akolia lobi ndenge nini d'où asa obligé bima tous les jours azo ata mbuma madesu mbuma masangu po alia. Donc pouvoir asali yango sciemment pour rendre batu esclaves à libumu na bango pour pas ko revendiquer ba droit na bango te. Les Congolais doivent se débarrasser des gens qui sont dans l'armée congolaise, qui ont été mixés en 2004-2005 par l'Union européenne, où on leur a demandé de mettre dans les FARDC, les forces armées congolaises, des gens qui venaient du Burundi, du Rwanda, etc., qui sont devenus du jour au lendemain des Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai découvert ça d'ailleurs dans les rapports de l'Union européenne. Oui, mais les Banyamulenge se considèrent comme congolais d'origine. Vous avez des Banyamulenge historiques et vous avez des Banyamulenge de circonstances. Vous y consacrez même un chapitre. Bon, j'ai découvert par exemple, et ça, c'est pas moi qui le dis, et ça devrait être l'objet d'un débat national au Congo. Je découvre par exemple que Laurent Nkunda, dont on parlait tout à l'heure, qui était devenu une célébrité, une star, chef de guerre, criminel de guerre au Congo, courtisé par Monsieur Obasanjo, Louis Michel et tout le petit gratin de la politique internationale. Eh bien, un rapport de 10 pages de la MONUC dit que Monsieur Laurent Nkunda n'est pas congolais. Il est rwandais. Il est rwandais et c'est pour cette raison qu'il est rentré chez lui. Et comment il est devenu congolais? Monsieur Laurent Nkunda était sergent
dans l'armée rwandaise, il se retrouve général dans l'armée congolaise sur la base, le fondement d'un décret de Joseph Kabila, lui-même étant issu de l'armée rwandaise, mais tout cela est quand même terrible pour les Congolais. Et je découvre aussi que le monsieur Ado Ayelo, c'est lui qui dit à Joseph Kabila de déchoir Laurent Nkunda de son grade de général et de le poursuivre pour les crimes commis au Congo. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise n'a pas que les officiers qui ont été formés dans les grandes écoles militaires. L'armée congolaise a aujourd'hui dans ses rangs des gens qui sont des parfaits criminels de guerre et aussi des gens qui viennent des pays dont on ne sait exactement pas d'où ils sont originaires. Donc, cette situation dramatique que vit l'armée congolaise rend l'armée congolaise inefficace dans ses opérations.